Si Florence, capitale de la région de Toscane et chef-lieu de la province du même nom, est le berceau de la Renaissance, ses origines remontent cependant à l'époque romaine, soit 59 après Jésus-Christ. Son essor fut croissant entre le XII et le XIVe siècle, lors de la guerre entre les Guelfes et les Gibelins. On vit arriver au pouvoir diverses familles, dont les Médicis. En 1438, la peste noire fit disparaître la moitié de la population. Le XVIe siècle fut l'âge d'or avec la construction des grands monuments, dont la cathédrale Santa Maria dei Fiori. En 1808, elle devient capitale du royaume de l'Arno sous Napoléon, puis capitale du royaume d'Italie de 1865 à 1870. Relevons encore la date fatidique de 1966 où l'Arno détruisit une grande partie du centre-ville. La montée sur le Monte alle Croci nous amène à la place Michelangelo et son vaste panorama sur la ville et l'Arno. Inaugurée en 1869, elle fait partie des grands travaux de réhabilitation urbaine avec la construction des grands boulevards. On y célèbre surtout Michel-Ange avec des copies de sa statue de David et des 4 allégories de la chapelle Médicis. Elles sont réalisées en bronze, tandis que les originaux le sont en marbre. La vue qui se déroule devant nos yeux nous montre l'Arno au premier plan, le Ponte Vecchio, et plus en arrière, le Duomo et les offices. Mais rejoignons déjà notre car pour nous rendre en ville, retrouver notre guide et entamer une visite à pied de 2 heures. Nous allons nous arrêter dans le quartier San Marco, Saint-Marc, et puis de la place San Marco, du quartier San Marco, nous allons faire notre visite à pied. Tout à côté de la place San Marco, il y a la place de la cathédrale, considérée le centre religieux de la ville. Ici, devant nous, la porte Sainte-Croix, appartenant à la dernière enceinte des remparts de la ville, presque entièrement démolie au XIXe siècle pour bâtir les boulevards. Le musée San Marco sur la place du même nom abrite des fresques de Fra Angelico, dont l'Annonciation à Marie. Autrefois couvent, il renferme la cellule de Savonarole, dominicain pour finir excommunié par le pape Alexandre VI pour hérésie. Nous passons devant le palais des Médicis sur la Via Cavour, une rue piétonne importante du centre-ville, et découvrons au loin le baptistère en pleine restauration. Le baptistère est tout entièrement couvert avec des échafaudages. Ici, en direction de mon antenne, il y a la porte d'entrée au baptistère, qui est en style roman, parfaitement conservé. Il s'agit d'un bâtiment qui date du Xe siècle, avec des splendides mosaïques couvrant la coupole à l'intérieur. Les mosaïques qui ont donné la possibilité aux grands artistes du Moyen-Âge de commencer leur apprentissage, n'est-ce pas? À ces mosaïques a commencé son activité et sa vie artistique le célèbre Giotto, qui a été aussi non seulement un peintre mais aussi un architecte. Il a été en effet l'architecte du campanile, du clocher qui est à côté de la cathédrale. Le baptistère est en style roman. La cathédrale et les campaniles et les clochers sont en style gothique.
La célèbre coupole signifie le commencement de la Renaissance et les commencements de la grande activité d'un des plus grands artistes de la Renaissance, justement, c'est-à-dire Brunelleschi. Brunelleschi est l'architecte d'un coupole qui a inspiré Michelangelo au cours du temps pour la construction de la coupole de Saint-Pierre du Vatican. Et la cathédrale fut commencée en 1296. Cette façade médiévale inachevée devait être remplacée par une façade selon le style du XVIe siècle. Au temps de François de Médicis, François Ier de Médicis, on a enlevé les sculptures que Arnolfo di Cambio avait réalisées, on les a conservées, on peut les apprécier dans le musée de la cathédrale. Et alors on a détruit cette façade médiévale inachevée, mais au cours du temps, la façade a seulement été réalisée au XIXe siècle. Il s'agit d'une imitation du style gothique international ou fleuri qui ne correspond pas au gothique florentin. Alors nous allons rentrer dans la cathédrale maintenant. L'intérieur obéit aux exigences de l'architecture gothique italienne avec ses larges espaces. C'est la 4e plus grande église au monde avec ses 153 mètres de long, 38 de large au niveau des nefs, 90 au niveau du transept. La construction, débutée en 1296, dura au moins 170 ans, bien davantage si l'on tient compte de l'édification de la nouvelle façade au XIXe siècle. Elle comporte donc de nombreuses influences stylistiques. Voici une reconstitution de l'ancienne façade d'Arnolfo di Cambio. Elle remplaça l'église Santa Reparata qui fut utilisée aussi longtemps que possible pendant cette construction. Dès 1330 débuta la construction du transept. Les divers ingénieurs de l'époque sont conscients de la complexité du chantier et vont avancer pas à pas en demandant de nombreux conseils. Les parois intérieures sont couvertes de marbre de Carrare blanc, Prato vert, Sienne rouge et polychrome de la Campanile. En 1418 est lancé un concours pour la coupole, une réalisation encore inconnue jusqu'ici. Ce sera l'œuvre de Brunelleschi et Ghiberti, tandis que la décoration est dévolue à Giorgio Vasari, qui choisira le thème du jugement dernier, voulant rivaliser avec Michelangelo. C'est Zuccao qui finira le travail. La construction du campanile débuta en 1298, mais ne fut terminée que plus de 50 ans plus tard, en raison du décès des divers architectes et de la peste noire. Aligné avec la façade, il a une position inhabituelle. Sa hauteur est de 84,70 m. À l'instar de la cathédrale, il est couvert de marbre. Nous nous dirigeons maintenant vers la place de la République avec son arc de triomphe, rappelant que, au temps des Romains, le forum se trouvait en ces lieux. Son marché alimentaire créé au Moyen-Âge existe toujours. En 1865, lors de la restauration de la ville, cette place fut réaménagée. Ce vaste espace contraste avec les rues voisines, parfois étroites, et des bâtiments vieux de plusieurs siècles. C'est ici le centre du vieux Florence, aujourd'hui envahi par les touristes. Ce sanglier en bronze, copie d'un original en marbre, fait référence à un conte de Andersen. Si vous désirez revenir à Florence, mettez votre main dans sa gueule.
Le Ponte Vecchio, c'est une série de superlatifs. C'est tout à la fois le monument le plus célèbre de la ville, d'ailleurs son emblème, à la fois un pont, une rue piétonne et une galerie marchande, un haut lieu de l'orfèvrerie et de la joaillerie de luxe. Le premier pont sur cette partie la plus étroite de l'Arno date de l'époque romaine. Il était en bois. Le pont actuel fut construit vers 1345. Jusqu'en 1593, il occupait des bouchers, tripiers et tanneurs, ce que ne put supporter Ferdinand Ier de Médicis à cause des odeurs. À la différence des autres ponts de la ville, lors de la retraite de 1944, les Allemands ne le détruisirent pas, car impropre au passage des chars alliés. L'Arno, qui coule en contrebas, ressemble à un fleuve bien tranquille, et pourtant, il déborda en 1966, inondant une très grande partie de ces vieux quartiers. Au centre du pont, côté aval, le buste de Benvenuto Cellini, le célèbre orfèvre florentin. Le Palais des Offices est aujourd'hui un musée d'art parmi les plus célèbres au monde. Il présente sur 8000 m² la plus belle collection de la peinture italienne et des grands maîtres européens. On y trouve par exemple le tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. Il s'agit d'une architecture en forme de U, avec deux bâtiments semblables réunis du côté de l'Arno par une galerie à 2 étages. En 1993, il a été victime d'un attentat mafieux qui a passablement fait de dégâts. Nous arrivons maintenant à la Piazza della Signoria, la place de la Seigneurie, la place la plus importante de Florence du point de vue touristique, après celle du Dôme. De style Renaissance, elle date des XII puis surtout XIVe siècle, avec son bâtiment principal, le Palais Vieux, siège du pouvoir de la République florentine, du duché de Florence et du grand-duché de Toscane, aujourd'hui musée. C'est ici que fut torturé et brûlé Savonarola, mais aussi qu'eut lieu de nombreuses fêtes somptueuses. C'est aujourd'hui et de tout temps le cœur politique de la ville. À part le Palais Vieux, on a surtout la fontaine de Neptune de Bartolomeo Ammanati, un disciple de Michelangelo, et bien sûr la Loggia dei Lanzi, avec ses très nombreuses statues qui font de cette place un véritable musée à ciel ouvert, avec un accès gratuit, malgré la valeur inestimable de son contenu. Ce bâtiment du XIVe siècle a abrité de nombreuses assemblées populaires. De style gothique, il annonce cependant la Renaissance par la présence de ses arcs.